Donc on va passer à la deuxième communication, voilà, qui concerne un sujet qui est tout à fait différent, mais qui est en rapport avec deux spécialités. Alors je me suis permis de parler au nom des ophtalmologues pour des raisons personnelles et familiales. Et donc c'est une pathologie dont je suis devenu aussi un spécialiste un petit peu par la force des choses, parce que ça concerne en fait une maladie. En fait, on a un quart d'heure de retard. Si on enchaîne, on va se retrouver. Voilà. On enchaîne. Ouais. C'est une pathologie, on va dire, qui a affaire à deux spécialités. Donc, qui consulte chez les ophtalmologues et qui est pris en charge aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, par les ORL, parce que c'est pour un souci, on va dire, esthétique et de prise en charge moderne d'une pathologie que vous devez certainement voir en médecine générale. Ça, c'est simple, ça dit dma. Les gens consultent parce qu'ils larmoient. Et ils consultent, c'est vrai, les ophtalmologues souvent. Des fois, ils atterrissent en médecine générale. Et donc, petit à petit, quand ils savent qu'on en fait beaucoup, en fait, par voie endoscopique, endonasale, car je vais vous réexpliquer où se trouvent en fait ces voies lacrymales qui sont à cheval en fait entre les deux spécialités. Et ben on commence à les voir progressivement arriver chez nous. Donc c'est une pathologie en fait, comme je vous dis, extrêmement fréquente, qu'on voit beaucoup en consultation. Et moi je pense que c'est intéressant de faire une petite mise au point dessus. Vous voyez, c'est des patients qui consultent pour ça, soit parce qu'ils sont en poussée aiguë de dacryocystite aiguë, soit parce qu'ils sont gênés par un larmoiement chronique. C'est ça en fait le motif de consultation générale de ces patients. Donc, je vous rappelle brièvement ces voies lacrymales qui vont faire le lien entre l'œil et le nez. Donc, comme je vous ai dit, qui sont à cheval entre l'ophtalmo et l'ORL. Vous avez donc la rivière lacrymale, le lac lacrymal au niveau de l'œil, qui vont se continuer par deux conduits, ce qu'on appelle les canaux horizontaux des voies lacrymales, qui s'abouchent dans un canal d'union pour finir dans le sac lacrymal et aller vers le canal lacrymonasal et s'ouvrir au niveau du méa inférieur, c'est-à-dire entre la paroi latérale des fosses nasales, le cornée inférieur, et la fosse nasale contralatérale. Je vais vous remontrer un aspect endoscopique pour que vous puissiez replacer le décor. Donc quand vous avez un patient qui larmoie, c'est soit un excès de production de larmes, c'est-à-dire vous avez des larmes qui vont se fabriquer plus ici, soit un défaut d'excrétion. Et quand on dit un défaut d'excrétion, il peut se siéger à deux endroits. Soit il y a un blocage ici, ça ne sort pas par les voies horizontales. Ça, ce n'est pas nous qui savons régler ce problème. On va adresser aux ophtalmologues. Soit le problème se situe au niveau du canal lacrymonasal, donc dans le nez. Et là, pour régler le problème, il suffit, comme pour l'implant cochléaire, finalement, la chirurgie, c'est beaucoup de bricolage, de créer un court-circuit, d'ouvrir ce canal, ce sac, dans la fosse nasale et de le marsupéliser dans la fosse nasale pour créer un faux chemin qui va faire en sorte que les larmes vont s'écouler et non plus s'accumuler. Voilà, tout simplement. Donc, le principe, c'est ça. Je vous refais un bref rappel d'anatomie endoscopique des fosses nasales. Vous voyez que l'optique a permis beaucoup de choses, que ce soit au niveau du nez ou de l'oreille. L'ORL est une spécialité qui a beaucoup évolué grâce à ça. Le cornée inférieur, c'est la première structure que vous voyez. Ça, c'est le cornée moyen. La zone de projection du sac lacrymal, c'est ce que vous voyez ici. C'est à l'aplomb, au sommet de l'opercule du cornée moyen. D'accord ? Alors, si on luxe ce cornée moyen, on ouvre ici ce qu'on appelle l'apophyse inciforme, porte d'entrée vers le sinus maxillaire, et la bulle ethmoïdale, porte d'entrée vers l'ethmoïde, antérieur et postérieur. D'accord ? Alors ça, c'est le sphénoïde au-dessus du cavum au fond, que vous voyez. Et vous allez voir, si on passe de l'autre côté, et je vais m'amuser à luxer le cornée inférieur, je passe sous le cornée inférieur, dans cette région qu'on appelle le méa inférieur. Et là, vous voyez ici, hop, c'est ce qu'on appelle la valve de Hasner. La valve de Hasner, c'est l'endroit où s'abouche ce canal lacrymonasal au niveau de la fosse nasale. D'accord ? C'est-à-dire la fin, la terminaison de ces voies lacrymales verticales. D'accord ? Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Oui. Ouais. Alors, c'est exactement la réponse que je vais vous donner là maintenant. Et vous allez voir que quelque part, on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Parce qu'on est obligé, pour le diagnostic, d'avoir affaire à l'ophtalmologue, parce que c'est l'ophtalmologue qui va faire le diagnostic de siège. Je vais vous expliquer tout ça. Est-ce que le problème se trouve au niveau des voies horizontales ou au niveau de la voie verticale ? Si le problème se trouve au niveau de la voie horizontale, c'est l'ophtalmo. Si le problème se trouve au niveau de la voie verticale, c'est l'ORL. Et c'est ce que je vous explique. Deuxième chose,
et ce qui est très important à dire dans ce contexte et dans cette communication, c'est que la chirurgie, même par voie externe, pratiquée par les ophtalmologues, ne peut pas se faire si on n'a pas fait un examen endonasal préalable. Pourquoi ? Parce que des fois, la cause de l'obstruction est dans le nez. Vous avez des polypes dans le nez, vous avez une déviation de la cloison. Et si vous ouvrez le sac lacrymal par voie externe, en dehors de la cicatrice qui fait 1,5 cm à peu près et qui est très disgracieuse, vous n'allez pas régler le problème endoscopique. Et donc, le larmoiement va persister. Et ça, c'est ce qu'on transmet depuis 4-5 ans avec certains confrères ophtalmologues. C'est vraiment une pathologie à cheval. D'ailleurs, c'est le titre de la communication entre l'ORL et l'ophtalmo, parce que c'est vraiment une pathologie qui est à cheval entre les deux spécialités. Alors, pour revenir à la physiopathe, voilà, vous avez une obstruction qui peut être due, comme je vous l'ai dit maintenant, à plusieurs choses. Donc vous avez les obstructions dites non spécifiques, c'est-à-dire que ce canal lacrymo-nasal ne va plus fonctionner parce que vous avez de l'accumulation de micro-organismes, donc de l'inflammation. L'inflammation toujours aboutit à de l'érosion, de l'ulcération, qui va aboutir à de la fibrose, puis à de la sténose. Ça, c'est l'inflammation non spécifique. Par contre, vous avez tout ça, soit de la dacrylolithiase, soit des sarcoïdoses endonasales, soit une maladie infectieuse, notamment le Wegener, on pense notamment au Wegener, soit un problème post-radique, soit un problème d'ostéoporose. Tout ça, ce sont des causes endonasales aux problèmes qui doivent être traités. D'accord ? Et donc, non pris en charge ne régleront pas le problème. C'est ça le message que je vous transmets. Donc, si vous n'avez pas fait un bilan endoscopique endonasal étiologique de ce larmoiement chronique, vous ne pouvez pas traiter ces patients. De même, si en tant qu'ORL, vous recevez ce malade, il faut le confier à l'ophtalmologue pour qu'il fasse son diagnostic de siège. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Parce que si le diagnostic de siège est un conflit au niveau des voies horizontales, même si vous faites votre trou dans le sac lacrymal, vous n'avez pas réglé le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment la collaboration entre les deux. C'est très important. Voilà comment on procède. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment font les ophtalmologues pour faire le diagnostic de siège. Ils vont mettre un collier d'anesthésique locale. Ils vont mettre une sonde pour dilater ce canalicule lacrymal horizontal, parce qu'il y a deux orifices qui permettent de rentrer dedans. Un supérieur, un inférieur. Et ils vont mettre ce qu'on appelle la sonde de Bowman. Ils vont mettre un test. C'est quoi ce test ? Ils mettent de la sonde et ils doivent buter. Contre quoi ? Contre un contact osseux. S'il y a un contact osseux, ça veut dire que les voies, contact osseux, c'est-à-dire on touche l'os lacrymal. S'il y a un contact osseux, ça veut dire que les voies horizontales sont perméables, elles ne sont pas sténosées. Donc ça veut dire que le larmoiement est dû à une pathologie du canal lacrymo-nasal, c'est-à-dire de la voie verticale. S'il n'y a pas de contact osseux, c'est-à-dire qu'il y a une sténose fibreuse des canaux horizontaux, ça c'est leur problème à eux. Parce que même si vous court-circuitez en amont du canal lacrymo-nasal, c'est-à-dire en aval des canaux horizontaux, vous n'allez pas régler le problème du larmoiement. Donc première étape, diagnostic chez l'ophtalmologue. Deuxième étape, diagnostic chez l'ORL. C'est l'endoscopie nasale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rechercher la pathologie sous-jacente qui peut être en cause ou incriminée pour ce larmoiement chronique. Ok ? Donc ça, c'est très important à comprendre que c'est une pathologie à cheval. Vous voyez, ici, typiquement, vous avez quelqu'un qui a des polypes dans la fosse nasale qui sont à l'origine de l'obstruction du canal lacrymo-nasal et que si jamais vous faight une dacryocystorynostomie par voie externe, vous ne réglez pas le problème. D'accord ? Donc, ce sont des cas qui vous montrent que c'est une pathologie qui doit être traitée simultanément par les ORL et les ophtalmologues. Donc, ça peut être une déviation de la cloison qui est couchée sur ce canal lacrymo-nasal. Ça peut être une polypose nasocinusienne. Ça peut être une hyperplasie du cornet inférieur. Ça peut être une conchabulosa, c'est-à-dire une hyperpneumatisation du cornet moyen qui va boucher le canal lacrymo-nasal. Alors tout cela peut être responsable. Le Wegener, une tumeur bénigne, toutes ces choses-là sont à détecter par l'ORL. Voilà. On a même d'authentiques tumeurs, des mélanomes de la fosse nasale. Voilà. Alors, une fois que le bilan endoscopique est fait, on peut compléter, si on doit faire une voie endoscopique endonasale, et c'est médico-légal par un dacryoscanner qui va montrer la nature de l'obstacle et son siège. Et
ce qu'on appelle les variantes anatomiques préopératoires. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on prend en charge ces patients. Que ce soit par voie externe ou par voie endonasale, le principe est le même. Il s'agit de traiter une obstruction du canal lacrymonasal, c'est-à-dire de la voie verticale, en marsupialisant le sac lacrymal qui est au-dessus de cette voie dans la fosse nasale. D'accord ? Vous avez deux façons de procéder. Soit vous traitez par voie endonasale, soit vous traitez par voie externe. Alors, je vais vous montrer les deux chirurgies. La voie externe, c'est une incision qui a à peu près 1,5 cm du canthus interne qui fait à peu près 12 à 15 mm. Donc c'est assez disgracieux et inesthétique, surtout chez une jeune femme par exemple, qui présente un larmoiement. Donc on préfère bien évidemment aujourd'hui la voie endonasale parce qu'elle a les mêmes résultats que la voie externe, même si les ophtalmologues, bien sûr, vous comprenez bien, sont un peu réticents à l'adoption de cette technique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que si le patient, vous lui donnez le choix, et si l'ophtalmologue joue le jeu et donne le choix au patient, la plupart des patients optent pour la voie endonasale. Donc en fait, le principe, c'est d'ouvrir l'os, la muqueuse nasale, et de trouver le sac dans la fosse nasale. Soit par voie externe, soit le film se fait à l'envers par voie endonasale. C'est le même principe. D'accord ? Os, muqueuse, sac. Ou sac, muqueuse, os. C'est le même principe. Vous allez voir les deux, et vous allez comprendre en fait. Ah oui, ça, c'est une pathologie le médecin généraliste a un rôle, c'est de traiter l'épisode aigu. Toute dacryocystite chronique se caractérise par la survenue de fréquents dacryocystite aigu. Et donc le traitement de la dacryocystite aiguë, c'est l'amoxine protégée et les antalgiques, avec des collyres antibiotiques cortisonés. En général, le Tobrex. Donc Tobrex et amoxine protégée. Voilà le traitement de l'épisode aigu par le généraliste. Ensuite, le traitement, une fois la pathologie chronique installée, est un traitement chirurgical qui est effectivement confié aux ophtalmologues et aux ORL ou aux deux. Voilà. Mais la prise en charge ne peut pas se faire par le seul praticien ORL ou par le seul praticien ophtalmo. Il faut la collaboration des deux pour cette pathologie. Alors, voilà comment on fait. Donc, la comparaison des deux techniques, tout en sachant que les résultats sont les mêmes. D'accord ? C'est à peu près 90% de succès. Ça marche 9 fois sur 10. D'accord ? Donc, pour l'externe, c'est pour toute obstruction symptomatique acquise ou secondaire. Et bien sûr, pour la secondaire, il faut un traitement endoscopique endonasal de la pathologie associée. Alors, on indique systématiquement la voie endoscopique après échec de la voie externe. C'est-à-dire, on ne peut pas faire 2 fois la voie externe. Si vous avez une pathologie rhinocénusienne associée, si vous avez un sac abcédé non contrôlé, d'accord, on ne peut pas aller inciser du pus par voie externe. Et chez le sujet jeune, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi, parce que vous avez un aspect esthétique, donc il faut éviter l'incision. Et en cas de dacryocystite chronique bilatérale. La dacryocystorhinostomie endonasale, aujourd'hui, doit être proposée à chaque patient qui présente une dacryocystite chronique. C'est une option, une alternative thérapeutique qui doit être évoquée pour le patient. Alors maintenant, avec Internet, avec les patients qui viennent consulter sont en général documentés. Ils arrivent, ils vous disent, on veut telle technique. Ils disent brittle laser. En fait, le laser, c'est tout simplement pas de cicatrice. D'accord. Donc en général, quand ils vont voir, au début, ils vont consulter le médecin généraliste parce qu'ils font des épisodes itératifs de dacryocystite aiguë, et ils vont vous dire, on veut être opéré, mais on ne veut pas avoir d'incision. D'accord. Donc souvent, maintenant, les patients sont demandeurs de ce type de prise en charge. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Avant la chirurgie, donc toujours mettre l'antibiothérapie en général de l'amoxine protégée. Alors, le seul avantage de la voie externe par rapport à la voie endoscopique qui peut être discuté, c'est que les voies externes, vous pouvez les faire sous anesthésie locale. D'accord ? La voie endoscopique, on ne peut pas manipuler les optiques sans un malade soulagé. Voilà la différence. Voilà la différence. Donc, pour les voies externes, si vous faites une voie endoscopique, vous voyez que vous faites des anesthésies locales. Donc, je vous montre en fait la voie externe. C'est une incision qui est à peu près 1,5 cm du canthus externe, qui fait à peu près 12 à 15 mm. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous mettez des tracteurs de Farabeuf, soit vous mettez des fils tracteurs. Et vous allez donc, à l'aide des ciseaux, ouvrir
sans couper le muscle orbiculaire de l'œil. Voilà. Ensuite, vous allez sectionner ce qu'on appelle le tendon frontal médian pour exposer l'os lacrymal. Et après, vous allez dissiser et disséquer le périoste pour exposer et mettre à nu l'os de manière complète. Alors, une fois que ça c'est fait, il y a deux façons de faire. Là, maintenant, les ophtalmologues travaillent de deux façons différentes. Soit ils prennent ce qu'on appelle la pince punch, ce qu'on appelle la kérissone, la pince de Citelli. Soit ils travaillent avec la fraise et ils vont ouvrir progressivement cet os lacrymal jusqu'à exposer le sac lacrymal. D'accord ? Donc, sac lacrymal que vous voyez ici. Sac lacrymal et muqueuse des fosses nasales. Ensuite, une fois que le sac lacrymal est ouvert, là, c'est le même principe que ce soit par la voie externe ou la voie endonasale. On va sonder, par ce qu'on appelle les sondes bicanaliculaires, les canaux horizontaux pour sortir chez nous parce que pour moi c'est en ORL, voilà. On bute contre le sac, on va inciser à l'aide du couteau de cataracte et on va sortir, voilà, les deux sondes bicanaliculaires qui vont laisser comme un tuteur, si vous voulez, ce sac ouvert. Vous avez compris ? Il va laisser la stomie, il va la maintenir, la dacryocystorhinostomie va la maintenir ouverte pour pouvoir permettre un drainage des larmes pendant suffisamment longtemps, en général de 3 à 6 mois. Ces sondes sont gardées 3 à 6 mois. Voilà. Et une fois que c'est fait, que c'est sorti, les ophtalmologues, eux, comme ils se font des larges incisions, ils vont suturer en 4 points cardinaux ce sac lacrymal sur la muqueuse nasale. Ça, c'est la voie externe. Vous voyez quand même que ça laisse une cicatrice à peu près, un peu plus d'1 centimètre sur la face. Alors nous, on fait différemment. On travaille par voie endonasale. Alors ça nécessite bien sûr du matériel. Voilà, on va travailler dans le nez. Donc on commence par infiltrer le nez. La muqueuse des fosses nasales est infiltrée. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un lambeau muqueux de fosse nasale, que vous voyez ici, à l'aide du bistouri électrique ou à l'aide du couteau de cataracte. Donc on va tout faire ce qui était fait par les ophtalmologues, mais de dedans en dehors. Eux, ils travaillent de dehors en dedans, nous on travaille de dedans en dehors. Et on évite l'incision cutanée. On va décoller ce lambeau muqueux. Comme eux, en riginant et en incisant le périoste pour être vraiment sur le plan osseux de l'os lacrymal. Alors c'est plus esthétique et c'est plus démonstratif parce que justement, voilà, on travaille en endoscopie, l'image est magnifiée. Eux, ils travaillent à l'œil nu. Donc, vous voyez, on va décoller ce lambeau muqueux jusqu'à exposer l'os lacrymal que vous voyez ici. Voyez. Alors bien sûr, on travaille à une main, parce qu'une main tient l'optique et l'autre main travaille. Donc c'est un peu plus difficile que de travailler avec 2 mains. Voilà. Une fois que l'os est exposé, vous voyez ici, là on va le ruginer. Voilà, avec la pince Kerrison. Hop, vous voyez, on va mordre l'os jusqu'à exposer le sac lacrymal. C'est comme eux ils font, eux ils le font de l'extérieur, nous on le fait de l'intérieur. Voilà. Et bon, on va exposer le sac lacrymal. Alors il faut une belle exposition du sac, autour de 1 cm à peu près. Plus l'incision est importante, plus la stomie va être importante, plus le drainage va être efficace. Voilà. Alors c'est vrai que la chirurgie endoscopique nécessite quand même une courbe d'apprentissage, parce que vous travaillez dans l'étroitesse, vous n'êtes pas à ciel ouvert, donc c'est un peu plus délicat, bien sûr. Vous voyez le sac qui est en train de bomber, vous voyez, qu'on commence à voir. Voilà. Voilà. Le sac est exposé. Ensuite, une fois que ce sac est exposé, vous allez le mettre en tension avec le sondage bicanaliculaire comme vu précédemment, par la voie externe. Voilà. Donc ça c'est un côté gauche, tout à l'heure c'était un côté droit.
Alors vous allez me dire, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est d'embrocher, en fait, les voies lacrymales horizontales et de créer une neurosténose supérieure. Donc, il faut être assez précis sur l'endroit où vous mordez pour vraiment exposer le sac et non pas les voies horizontales. Voilà. Une fois que c'est exposé, ensuite, on va sonder le malade et ouvrir ce sac lacrymal que vous voyez ici. Voilà. Donc vous l'ouvrez avec le couteau de cataracte. Voilà. Le pli qui sort. Donc le drainage est fait. Alors la stomie doit être la plus large possible. D'accord ? La plus large possible, ça garantit un meilleur résultat. Ouais. Une fois que c'est bien ouvert, et vous voyez que l'avantage c'est que là on n'a pas besoin de faire de suture, il va falloir donc sonder le patient de la même manière et récupérer les sondes chez nous. Voilà. On sort chez nous, donc le patient est sondé par les voies horizontales, on atterrit sur le sac, et à travers la stomie qu'on a créée, on récupère les sondes. Alors même la durée de la chirurgie sur la voie endoscopique, elle dure à peu près 20-25 minutes, sur la voie externe, ça dure à peu près 1 heure. 45 minutes, 1 heure. Voilà, exactement. Chez la Khor, c'est la chirurgie et la prise en charge de la cryocystite aiguë, tout simplement. Je pense pour la médecine générale, ça s'arrête là. Voilà, tout simplement. Donc il y a deux voies de traitement de cette chirurgie. Alors ensuite, ça je vous passe ça, mais il faut traiter les causes associées. Si vous avez une tumeur dans la fosse nasale, une déviation de cloison, il faut la prendre en charge. Alors, c'est des chirurgies quand même qu'il faut garder en tête qu'il y a du risque d'hémorragie, du risque de fistule de la base du crâne. C'est des patients qu'on hospitalise 24 heures, on traite en antibiothérapie 7 jours, d'accord? La sonde est vérifiée au 15e jour et au 2e mois, et c'est une sonde qui est retirée entre 3 et 6 mois, d'accord? La sonde bicanaliculière. Donc, les voies de succès, c'est tout simplement une endoscopie. Alors, les résultats, c'est 99% de succès. Oui. Agénésie 2. Lequel des conduits? Le vertical, pas de problème, on l'a court-circuité de toute façon. Si vous avez une agénésie, si vous avez une sténose acquise, si vous avez n'importe quoi, quand vous ouvrez en amont, c'est-à-dire au niveau du sac, vous court-circuitez ce conduit qui est sténose ou qui est inexistant, s'il est agénésique. Maintenant, le problème, c'est si vous faites une faute diagnostique, c'est-à-dire que vous vous trompez d'indication chirurgicale, que le problème il se trouve au niveau des voies horizontales et vous avez ouvert en bas. Donc là, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis, en fait, si on veut parler du rôle du généraliste, c'est de savoir adresser le patient à l'ophtalmologue et lui dire, vous voyez quand même l'ORL avant. Voilà, tout simplement. Et traiter l'épisode aigu. Voilà. Alors ça, c'est les résultats. Donc encore une fois, collaboration entre ORL et ophtalmo. Voie d'abord plutôt endoscopique. Remerciements pour tous les ophtalmos qui collaborent avec nous, en particulier le professeur Chaliba qui a lancé un petit peu avec nous cette pathologie. On a opéré à peu près 200 malades actuellement en endoscopie nasale. Et ce qu'on a constaté vraiment, c'est une vraie satisfaction des patients concernant la chirurgie endoscopique endonasale par rapport à la voie externe. Tous les patients opérés par voie externe étaient satisfaits en général du résultat, dans 90% des cas. Mais vraiment, une cicatrice en plein milieu de la face ici qui fait à peu près 1 cm et quelques, c'est assez disgracieux. Et des fois, ils font des cicatrices kéloïdes, c'est-à-dire des épaississements hypertrophiques de ces cicatrices. Et c'est vraiment très laid, hein, très très moche. Donc après, ils sont plus dérangés par la cicatrice qu'ils ne l'étaient par le larmoiement préalable. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Voilà.